parti, nous sommes prêts à démarrer et je voudrais commencer d'abord par vous remercier toutes et tous d'être présents dans ce webinaire de l'ECUJ, de l'espace culturel et universitaire. T'entends plus. On t'entend plus. D'impact psychologique lié à la pandémie. Je vais commencer par introduire cette problématique en relevant, comme vous, que la situation de pandémie bouleverse évidemment notre quotidien, nos habitudes, nos relations sociales, professionnelles, familiales. Et pour la première fois, les familles sont confinées pour une durée prolongée, mais surtout avec une certaine incertitude, même si nous parlons déjà de déconfinement et qu'il va démarrer pour certains dès la semaine prochaine. Pour beaucoup, ce n'est pas encore le moment. La carte de France est pour partie écarlate encore. Il s'agit également d'aborder ce déconfinement, le retour à l'école, au travail, aux activités de loisirs, et également à la préparation des vacances, et donc à la séparation physique s'ajoute de fait une séparation sociale, anxiogène, culpabilisante pour certains. Et on voit bien que de nombreuses personnes sont isolées, personnes âgées évidemment, célibataires, divorcés, veufs ou veuves. Et ces bouleversements entraînent, nous le savons, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Et du fait de ces incertitudes, il y a aussi évidemment une confrontation à la maladie, à la mort. Nous sommes donc dans une période à haut risque psychologique et nous devons réfléchir à comment la soulager collectivement. C'est un petit peu le sens de ce webinaire que nous vous proposons avec le pôle psychologie de la communauté juive dirigé par Éric Gozlan, autour d'experts qui répondront à vos questions, à vos préoccupations. Je veux ici les remercier de leur disponibilité et je vais commencer d'ailleurs tout de suite par les présenter. Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre et conférencier évidemment. Daniel Kuhn, vous êtes psychologue et spécialiste de la parentalité. Docteur Gilbert Villa, vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Trousseau à Paris. Patricia Wilinski, vous êtes psychologue. Éric Gozlan, vous êtes docteur en psychologie et directeur du pôle enfance de l'OSE. Je l'ai dit, vous êtes également responsable du pôle psy de la cellule de crise de la communauté juive de France. Et docteur Alain Sancy, vous êtes psychanalyste. Vous avez accepté cet exercice de prise de questions comme ça à la volée, mais Jean-François Strouff, qui m'accompagne, se chargera de synthétiser ces questions. Et je voudrais d'emblée aborder la question du soutien et relever que depuis le début de cette crise, la communauté juive a mis en place un numéro d'écoute, une cellule d'écoute et de soutien à laquelle participent des dizaines de psychologues qui sont disponibles pour vous accompagner. Je vais simplement rappeler ce numéro de téléphone, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je vous invite à noter ce numéro, le 09 70 68 34 35, 09 70 68 34 35, ceci pour rappeler que pour celles et ceux qui se sentent isolées, seules ou considèrent qu'elles ont besoin d'aide, elles auront à tout instant une écoute attentive avec des professionnels au bout du fil. Alors, nous allons maintenant aborder
les questions qui se posent dans ce contexte. Et je vais, si vous voulez bien, peut-être commencer par une première question à Boris Cyrulnik, qui est peut-être pas une question d'ailleurs, mais Monsieur Cyrulnik, cette crise du Covid-19 peut-elle être considérée comme une expérience traumatique? Pouvez-vous nous expliquer comment cette crise impacte chacune et chacun d'entre nous de manière générale, un peu que finalement, quelles sont les problématiques que pose cette crise? Alors, cette situation de confinement est une Bon, situation quasi t'entends pas expérimentale fort. de ce que peut donner l'isolement sensoriel. Vous n'entendez pas? Alors, si, on vous entend, mais faiblement. Donc, si vous pouviez éventuellement vous rapprocher pour, voilà, juste un petit peu. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui, 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 nous vous entendons mieux. C'est la situation quasi expérimentale des effets agressifs du confinement. C'est-à-dire que le confinement est une situation anti-humaine au possible, puisque humainement, puisqu'on est des êtres de parole, on ne peut qu'être avec les autres médiatisés par la parole, et que neurologiquement, un cerveau isolé est un cerveau abîmé. C'est un cerveau qui s'éteint s'il n'est pas stimulé par la présence des autres. Donc, que ce soit neurologiquement ou psychologiquement, le confinement est une agression. Mais c'est une protection physique, en même temps une agression psychique. On ne sera pas tous traumatisés. Ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de protection au cours de leur développement, c'est-à-dire une famille stable, sécurisante, un bon niveau scolaire qui leur donne un bon métier, donc un grand appartement non stressant, non, pas une prison, une aptitude à la parole, des diplômes scolaires, ceux-là vont profiter du confinement pour avoir une plongée intérieure, pour se remettre à lire, à écrire, se remettre à l'instrument de musique qu'ils ont abandonné depuis 15 ou 20 ans, et ceux-là vont sortir du confinement apaisés et même améliorés. À l'inverse, ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, famille maltraitante, précarité sociale, petit diplôme, donc petit métier, donc petit logement, ceux-là vont vivre le confinement douloureusement, et pour eux, ça va être un traumatisme, et ceux-là vont sortir du confinement avec une agression supplémentaire. Donc à la sortie du confinement, il y aura déjà une inégalité, en plus de ce qui existait avant, il y aura une inégalité supplémentaire, ceux qui vont redémarrer très vite et ceux qui seront handicapés par un trauma supplémentaire. D'accord. Euh, je rebondis sur cette introduction avec vous, Daniel Koum. Quelles seraient, d'après vous, les difficultés rencontrées au sein de la cellule familiale du fait du confinement aujourd'hui? Quels sont les troubles constatés? Je vous remercie pour cette invitation que je dois à Eric Ousnan. Ce qui nous a paru à mes collègues et à moi, essayer d'en faire quelque chose de plan théorique, ce qui nous a paru être une sorte d'évidence comme ça, mais une hypothèse au départ à vérifier, bien sûr, c'est ceci que finalement cette situation exceptionnelle, dite de confinement, contrevient au processus ordinaire, à la structure ordinaire des liens familiaux. C'est-à-dire que les liens familiaux se structurent de telle sorte qu'ils soient entraînés par un mouvement centrifuge. Or là, c'est tout le contraire qui se passe, puisque on oppose au fameux tu quitteras ton père et ta mère à un tu resteras chez ton père et chez ta mère et tu ne les quitteras pas momentanément, temporairement, heureusement. Il y a là quelque chose, vous voyez, qui, dans l'injonction massive et sans doute nécessaire, généralisée et finalement relativement supportée, puisque nous sommes très disciplinés, paraît-il, il y a là, dans cette injonction, quelque chose qui contrevient à la structure ordinaire des liens familiaux qui sont, disais-je, qui sont supposés préparer les enfants à
quitter leurs parents. Là, on maintient les enfants à domicile en créant une pression assez inévitable sur les enfants, bien sûr, mais inévitablement sur les parents qui multiplient en quelque sorte la charge d'une responsabilité à porter, où se cumule la question du télétravail, la question de supporter eux-mêmes le confinement et en plus de le réussir, puisque nous dit-on, il faut réussir son confinement, éventuellement en faisant aussi l'école aux enfants. Donc, pour répondre précisément, je préciserai plus tard si vous le souhaitez, mais pour répondre précisément dans un premier temps à votre question, je dirais que ce qui rend les choses difficiles aux parents, éventuellement source de troubles, alors les troubles qui vont du désagrément jusqu'à la pathologie et les décompensations éventuelles, eh bien, ce qui cause ces troubles-là, c'est cette pression supplémentaire qui est d'une part objective, parce qu'il y a plus de choses à faire, et qui d'autre part, encore une fois, vient à l'encontre, en quelque sorte, de ce qui est l'ordinaire de la structure des liens familiaux et de la responsabilité parentale, qui est de partager l'éducation de l'enfant. Voilà, dans une première approche, si vous voulez, ce que je peux dire. D'accord. Nous avons eu beaucoup de questions autour de l'accompagnement des enfants et particulièrement sur la question du langage. Comment expliquer aux enfants cette notion de distanciation sociale, par exemple? Comment leur expliquer qu'ils ne peuvent pas voir leurs grands-parents ou qu'ils pourraient être eux-mêmes un danger pour leurs proches? Daniel Kuhn, toujours? Oui. Si vous voulez, mais bon, il y a une collègue pédopsychiatre qui pourra intervenir aussi là-dessus. Enfin, il y a quelque chose autour de la possibilité d'identifier, c'est assez classique, on le fait assez classiquement pour ceux qui ont l'habitude de s'occuper d'enfants malades ou d'enfants susceptibles d'être malades, de personnifier, de personnaliser la maladie, le virus, là en l'occurrence ce virus-là. Il s'agit de l'identifier. Pour les plus petits enfants, ça peut se dessiner comme un petit monstre, comme ça, face auquel il s'agira en quelque sorte de jouer à s'en prémunir. Enfin, il y a quelque chose là du Harry Potter, quand même, qui peut se soutenir la psychologie des enfants. Les explications, en général, ne valent pas, en général, justement. Chaque parent va s'y prendre à sa manière. Il s'agira d'expliquer, bien sûr, et par les temps qui courent, les enfants ne font pas l'économie de toutes les explications possibles et imaginables qu'on va leur donner, assurément, mais là, peut-être en matière de communication avec l'enfant ou à l'intention de l'enfant, trop d'informations tue l'information, assurément. Ce qui va être, me semble-t-il, le point crucial autour de cette question, c'est non pas tant le degré d'information des parents, que leurs états d'âme, c'est-à-dire la manière dont ils se sentent avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont éventuellement peur pour eux-mêmes, mais assez inévitablement, il faudrait entrer dans les détails aussi de ce qui se passe d'identification des parents à leurs enfants, ils ont peur pour leurs enfants, ça fait partie d'une position parentale assez classique, finalement, cette fameuse anticipation anxieuse, cette préoccupation maternelle, disait Winnicott, elle est parentale désormais. Donc je pense que plus que le contenu de l'information lui-même, ce qui va compter, c'est les états d'âme des parents dans leur disposition à expliquer avec un tout petit peu de sérénité. Voilà une charge supplémentaire à porter pour les parents, à expliquer avec un tout petit peu de sérénité que ce virus-là, il s'agit de s'en prémunir en adoptant des gestes qui ne vont pas durer, espérons-le, mais qui peuvent se présenter sous la forme d'un jeu. Alors, docteur Villa, toujours sur cette question des enfants et de la manière dont on peut leur expliquer la situation, il y a évidemment la dimension dramatique qui est la perte d'un proche, d'un grand-père, d'une grand-mère, et le rapport au deuil, finalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette manière d'aborder cette situation très difficile? Oui, effectivement, c'est difficile dans la mesure où on parlait du trauma. Le trauma, ça a à voir justement avec la confrontation avec la mort.
Et dans une épidémie comme celle-là qui fait, on le répète en le déclinant sous différents modes, beaucoup de morts et plus de morts que beaucoup d'autres événements que l'on a malheureusement déjà connus, on est largement confronté à la mort. Et les enfants ne sont pas les mieux armés pour faire face à la mort, mais aucun d'entre nous n'est vraiment armé face à la mort. On vient de dire là que finalement, c'est l'état d'esprit dans lequel on est qui permet de faire passer un message qui est recevable ou qui peut être difficile à entendre pour les enfants. Je crois que ça, c'est très vrai. Mais je crois que la règle la plus importante, c'est quand même non seulement de parler, de dire les choses, mais surtout, bien plus même, d'être à l'écoute des enfants. Ce qui permet à un enfant de recevoir le message, c'est surtout si on est à l'écoute de ce qui le préoccupe lui, de ce qui le touche lui, et non pas de ce qu'on présume qui va le toucher, lui faire du mal. Souvent, on se trompe beaucoup en faisant des hypothèses sur ce que l'enfant pense, sur ce que l'enfant perçoit, d'autant que beaucoup d'enfants ont tendance à protéger les adultes. Ils perçoivent bien que certains adultes ne vont pas bien et ils vont faire beaucoup, et parfois ça paraît même énorme ce qu'ils peuvent arriver à faire pour protéger le parent qu'ils sentent en difficulté ou fragilisé. Donc je crois que l'équilibre le plus acrobatique pour les parents, mais le plus important, c'est de savoir écouter. Ce n'est pas très important au fond qu'ils savent parler. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un message particulièrement bon, ou particulièrement opportun, ou particulièrement légitime, ou meilleur qu'un autre. On fait avec les moyens du bord quand on parle avec nos enfants. Mais ce qui est le beaucoup plus important, c'est de les écouter, de voir au moment où ils ont quelque chose à dire, ou au moment où ils s'expriment, de bien faire attention à ce qui peut, eux, les toucher. Donc il n'y a pas forcément des mots incontournables, des mots magiques. Il y a essentiellement une posture d'écoute vis-à-vis de l'enfant et de comprendre ses propres besoins. Ce qui pourrait bloquer la parole, justement, c'est de penser qu'il y a des formules magiques et des mots magiques. Je crois que ce qu'il faut avant tout que les parents aient en tête, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue et qu'il faut qu'il y ait une parole qui soit plus fort que le caractère écrasant des faits que l'on subit actuellement. Et il faut qu'ils aient absolument pas peur de parler, qu'ils n'aient pas de crainte à parler en se disant ce que je vais dire va être une catastrophe. On est tous plus ou moins malhabiles au fond, hein, mais face à des choses comme ça. Mais l'important, c'est que l'enfant sente que ses parents sont là disponibles, sont présents. Et ils ne sont pas morts, quoi, finalement. Leur présence, c'est un rocher face à ce qu'ils peuvent percevoir de la mort qui rôde au dehors. Docteur Vida, il y a une dimension supplémentaire par rapport au deuil et le lien avec les enfants qui est évidemment le lien avec les traditions et les rites du deuil, et particulièrement dans le judaïsme. On a bien vu que cette période était ou apportait une dimension très très restrictive de ce point de vue, et peut-être pouvez-vous y répondre, et j'enchaînerai éventuellement avec Éric Gozlan qui pourrait éventuellement rebondir également sur cette question. Alors c'est vrai que les familles se trouvent d'autant plus en difficulté pour faire le deuil qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur les rites qui sont extrêmement importants dans cette période, ce en quoi on croit. Et ce en quoi on croit, c'est la possibilité d'appliquer des rites qui nous viennent de très loin. Et là, on en est singulièrement privé quand on meurt à l'hôpital et même quand on est malade. Il faut dire, moi je suis hospitalier, hein, que les soignants se sont beaucoup adaptés, même s'ils sont obligés, contre leur gré, de priver les familles de certaines choses qui seraient très importantes pour elles, pour des raisons de contamination et de protocole. Pour autant, beaucoup de soignants font ce qu'ils peuvent pour contourner l'obstacle, si je puis dire. J'ai vu des soignants qui, à la demande de quelqu'un qui est malade, accepter de lire un hymne, un psaume, d'amener une vidéo, voyez,
d'une vidéo avec des prières dessus, avec des gens, des visages connus qui prient pour eux, des choses de cet ordre-là, qui quand même permettent de garder un fil avec la tradition et avec le rituel et avec la croyance, bien sûr. Donc, du côté des adultes. Et je crois aussi que les enfants sont très sensibles à une certaine continuité, ils sont même extrêmement sensibles à cette continuité, et les rites sont là pour assurer cette continuité. C'est une manière de faire admettre et comprendre la mort. Donc c'est un peu compliqué pour les parents, mais je crois que là aussi, si les parents savent s'exprimer, si les parents n'ont pas peur tout simplement de mettre des mots sur ce qui se passe, ben je crois que cette carence du rite pourra être surmontée. Éric Gozlan? Oui, avant de répondre à la question, de développer un petit peu sur la question du rituel et du deuil, je voudrais remercier Gadi Bdi et Jean-François Schtroumpf et les CUJ qui font un travail formidable pour l'ensemble de la communauté et qui participent justement à ce que notre ami Boris Cyrulnik appelle la résilience, puisque ça nous permet à nous tous de nous réunir, d'abord de façon virtuelle, mais aussi de créer quand même, de garder un lien les uns avec les autres. Et c'est essentiel dans cette période. Donc, merci à vous deux de faire ce travail remarquable de nous réunir pour parler, pour échanger, pour verbaliser un petit peu ce que tout le monde ressent et ce que nous vivons tous, qui est extrêmement difficile dans cette période. Et pour une durée qu'on ne connaît pas vraiment, parce qu'on parle de déconfinement, on parle de confinement, mais il y a quand même une incertitude, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et cette incertitude, elle participe aussi de la situation de crise, c'est-à-dire qu'une crise, ça a un début et une fin, et là, on a une incertitude quant à la fin. Donc, on est toujours dans la crise, et ça, c'est un problème, je pense, assez majeur dans la situation actuelle. Sur la question des rituels et du deuil, alors, la religion, c'est aussi un mode de préservation, de prévention aussi contre le traumatisme d'une certaine façon. Et la religion, c'est créer du lien. Et là, on a bien vu avec ce paradoxe de cette épidémie qui fait que les êtres aimés peuvent à la fois être ressources et en même temps une source de danger aussi pour les personnes les plus vulnérables. Ben, c'est un paradoxe qu'on a du mal à traiter. Et si on se pose du point de vue social et du point de vue de ce qu'a rappelé Boris Cyrulnik tout à l'heure, de la nécessité d'avoir des relations sociales, qui est même une nécessité biologique, comme il l'a démontré tout à l'heure, s'oppose à cette question sanitaire qui est de nous protéger, de protéger les autres et ceux qu'on aime en particulier, en évitant justement le lien social et le contact. Alors moi, ce terme de distanciation sociale, il m'a heurté dès le départ. Je pense qu'on n'aurait jamais dû parler de distanciation sociale, mais plutôt de distanciation physique ou même d'espacement physique, parce qu'on est dans une dimension qui est une dimension qui est sanitaire. On n'est pas dans une dimension... je pense que ça a un impact social de parler de distanciation sociale. On ne doit pas se distancier socialement, bien qu'il faille nécessairement limiter nos contacts avec les autres, nos contacts physiques. On parlerait plus d'espacement physique, mais pas de distanciation sociale. D'ailleurs, toutes les nouvelles technologies là, qui nous ont permis justement de recréer du lien, ce que vous faites avec Zoom, c'est le contraire de la distanciation sociale. On arrive justement à se remettre en lien par ces technologies qui sont extrêmement utiles en ce temps de séparation. Donc, sur la question des rituels, ça a été une des grandes questions qui s'est posée pour nous. Quand je dis pour nous, c'est la cellule de crise de la communauté juive, de façon générale, parce que les rituels dans le judaïsme, pour parler de la communauté juive, les rituels dans le judaïsme nous permettent de nous associer les uns avec les autres. Et là, on est dans un phénomène où on n'a pas la possibilité, on n'a même plus le droit
de s'associer les uns aux autres pour, par exemple, faire la prière qui nécessite 10 personnes, le minyan. Donc là, il n'y a pas la possibilité de le faire en présentiel. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas connu avant. C'est une situation nouvelle à laquelle il a fallu apporter des réponses. Alors il y a eu un assouplissement, on va dire, des règles générales avec intelligence qui ont été faites par le consistoire et le grand rabbinat, c'est-à-dire la possibilité aussi de se réunir virtuellement, de créer aussi, notre rôle, c'est aussi d'essayer de trouver des substituts à cette absence de lien dans la réalité. Donc, comme l'a rappelé Gilbert Villard il y a quelques instants, il y a tout de suite eu des techniques qui ont été mises à profit par les soignants, le téléphone portable par Skype, les vidéos, etc., qui ont permis quand même de garder un lien, en particulier pour les personnes qui étaient hospitalisées ou dans les EHPAD. Alors, Jean-François, tu as la parole pour une question du public. Alors, il y a une question du public qui est le confinement génère un certain nombre de problèmes, mais surtout, on se retrouve avec quelquefois un seul ordinateur dans une famille et des parents en télétravail, des enfants qui doivent faire leurs devoirs scolaires. Comment gérer cette crise familiale qui est encore plus accentuée dans des petits appartements et dans des familles nombreuses? Alors peut-être pour Daniel Koum. Si vous voulez, je peux apporter quelques éléments de réflexion qui vont être complétés, mais il y a quelque chose d'une organisation exceptionnelle. Enfin, la situation de crise rapportée par Éric Oslan y invite, c'est-à-dire que les parents se découvrent là une responsabilité prégnante, prééminente, quant à être en quelque sorte les chefs d'orchestre des relations à l'intérieur de ce confinement, aussi précisément que possible finalement, y compris dans les modalités d'occupation de l'espace, y compris dans la structuration du temps, y compris dans l'usage des objets. C'est-à-dire que cette situation exceptionnelle n'a pas pu se passer, enfin les parents, je porte témoignage des parents qui en parlent d'ailleurs, cette situation exceptionnelle n'a pas pu se passer d'une sorte d'arbitrage, enfin de l'établissement de règles du jeu social, aussi confiné soit-il. Juste un exemple, s'agissant de l'espace et de la structuration, ce que j'ai appelé la structuration de l'espace, bien sûr que échapper au regard de l'autre, ou pire, échapper à la main de l'autre, est une nécessité. Enfin, être dans une promiscuité sans échéance de pouvoir justement y échapper est quelque chose qui, rien que dans l'idée déjà, peut être insupportable. Par exemple, tout particulièrement pour les adolescents, dont on sait que le mot d'ordre, c'est sortir. Là, il s'agit pour eux de s'extraire quand même d'un confinement, d'une promiscuité familiale qui porte atteinte à leur intimité potentiellement. Eh bien, s'extraire de ça, ça peut se faire par la pensée, par le rêve, par les réseaux sociaux et les jeux numériques, mais à minima, en fermant la porte. Voilà. Les parents... Alors peut-être pour rebondir, Patricia Wilinski, sur cette question de la promiscuité, du confinement en famille, quels sont les outils dont on pourrait disposer pour gérer au mieux cette situation? Oui, bonjour, je vous remercie donc de m'avoir invité et de me donner la parole. Donc, je suis psychologue. J'interviens sur la plateforme mise en place et animée par Éric Oslan, que je remercie. Et je suis intervenante à la Fondation Kazip Kojazor, à la Halte Garderie plus précisément. Alors, effectivement, la question des espaces, la question de comment partager l'espace quand on est dans un endroit confiné, c'est la question que toutes les familles se sont posées depuis maintenant plus d'un mois. Et certaines sont plus avantagées que d'autres, bien entendu. Hein, socialement, on n'est pas tous égaux. Mais en tous les cas, face à cette épidémie-là, on est tous à un même niveau. Hein, on est tous confrontés
à la même situation, à la même réglementation, aux mêmes restrictions de l'espace. Et quelle que soit notre situation sociale, on se retrouve là tout à fait dans une situation d'égalité. Je crois que ça, c'est important à préciser parce que les aspects sociaux sont importants, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une forme d'égalité entre tous. On est tous réduits à un espace d'intimité, de privé. Hein. Les adultes et les enfants. C'est vrai que pour les enfants, c'est difficile de l'expliquer. Hein. Je crois que le docteur Villard l'a expliqué et a donné des éléments de compréhension pour pouvoir parler aux enfants et leur expliquer, si cela est possible, la situation actuelle. Il y a un partage de l'espace à avoir, il y a un partage du temps à avoir. Le temps aussi a besoin d'être géré, puisque là, on ne sait plus très bien quelle heure il est, quel jour on est, quand on doit manger, quand on doit dormir. Les adolescents sont certainement pour beaucoup complètement décalés par rapport au rythme de la journée. Peut-être inverser le jour et la nuit, peut-être ça fait écho à certains parents ce que je suis en train de dire. Les repas ne sont plus forcément pris en commun. On s'alimente plus de la même façon, on s'alimente un peu dans le désordre. Hein, voilà, il y a un désordre qui s'est installé. Et c'est vrai que c'est difficile pour les parents, pour les adultes, parce que les parents sont des adultes, de continuer à être garant d'un ordre familial, d'un ordre social, et de maintenir ce cap-là. Voilà, je pense que c'est la grande difficulté auquel les parents sont confrontés actuellement, de maintenir un cap. D'accord. Alors peut-être pour le docteur Sancy, une question qui est posée de manière assez récurrente. On a parlé des conséquences psychologiques pour les enfants. Il y a également la séparation entre les familles, l'isolement notamment des personnes âgées. Et le paradoxe, c'est que finalement, on a considéré que le rapprochement ou les visites aux personnes âgées pouvaient créer un danger. Et donc, comment pensez-vous qu'on puisse aborder cette question, sachant que le lien ou le rapport à nos anciens, à nos aînés, est déjà une question fondamentalement compliquée, on le voit bien, et puis aujourd'hui dans cette situation, comment ne pas culpabiliser d'être aussi éloigné de son père, sa mère, ses grands-parents, etc. Je pense aux gens, aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, et je me disais que le risque, ce serait de faire croire à ces personnes qu'il y a des recettes et des modes d'emploi. Je crois qu'il n'y a pas de recettes et de modes d'emploi. Il y a quelques lignes qui ont été d'ailleurs soulignées par Boris Cyrulnik. Il y a quelques lignes fondamentales et il y a une chose que je souhaiterais dire d'une manière générale. Nous sommes dans une conjoncture traumatique. Ça, tout le monde le sait. Une conjoncture, ce n'est pas forcément un état traumatique. C'est une situation particulière avec tous les aléas qu'on peut développer entre l'absence de visage, parce que le visage face à un écran, voyez-vous, c'est pas le même que enfin c'est très lévinassien, c'est pas le même que vous percevez quand vous rencontrez une personne. Alors ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi une conjoncture traumatique actuellement? Moi, je suis arrivé à dire d'abord qu'il y a pour affronter cela d'une manière générale, il y a une position existentielle fondamentale. Cette position existentielle fondamentale est celle qui traverse la communauté juive depuis très longtemps. Vous savez, je ne suis pas religieux, mais dans le Deutéronome, comme j'en parlais avec Julien Hollenberg hier, dans le Deutéronome, on dit « Je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort, et choisis la vie. » Et quand nous trinquons, nous ne disons pas comme les Grecs
à votre santé, on dit à la vie. C'est-à-dire que cette position existentielle, moi je crois en tant que psychanalyste pris dans cette tourmente comme d'autres, je dois d'abord la dire. C'est-à-dire que c'est très important. Alors, je crois que c'est quelque chose qui habite notre communauté et je crois que c'est une de ses forces potentielles, c'est cet appui sur une tradition qui peut être considérée comme un commandement pour les religieux ou comme un mythe, mais les mythes sont très importants et disent des choses essentielles pour des personnes qui ne le sont pas. Alors, dans cette conjoncture, ce qui me paraît important à dire, vous savez, expliquer les choses, il faut aussi les vivre. Donc, on peut expliquer, mais en fait, il faut aussi vivre les choses. Alors, dans cette conjoncture très particulière, il y a quelque chose qui me paraît fondamental, et là, je vais revenir à votre question. Nous sommes dans un état de dépendance. Dépendance totale. D'abord, nous avons été pris dans une situation et nous avons dû nous confiner à toute vitesse. C'est-à-dire, il y a un état d'impréparation pour tout le monde. On y réagit différemment. Cet état de dépendance, c'est un état de dépendance qui renvoie les personnes, vous, moi et d'autres, et ceux qui sont là, qui renvoie à la dépendance de l'enfant. Ça touche, ça résonne en termes de dépendance absolue et ça nous remet à l'enfant. Alors, les personnes âgées sont un peu pour les gens qui ont... Je parle aussi bien d'autres personnes âgées mais qui ont une certaine vitalité, mais celles qui sont isolées, comme un monsieur m'a téléphoné l'autre fois dans le cadre de la cellule d'écoute, ils sont isolés, ils sont seuls et ils ont perdu, ce monsieur avait perdu son épouse, enfin vous voyez, donc il était seul. Et qu'est-ce qui était nécessaire pour lui, c'est de sentir, et c'est comme ça que j'ai perçu les choses, de sentir qu'il y a un lien. Vous pouvez vous présenter 10 fois chez quelqu'un sans qu'il y ait un lien. C'est-à-dire un lien d'empathie, je dirais tout simplement. Je ne dirais même pas jusqu'à l'identification, un lien d'empathie. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire sauvegarder le lien d'empathie. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile avec le téléphone et c'est beaucoup plus difficile lorsqu'il n'y a pas de présence. Donc c'est ce lien d'empathie qui me paraît absolument important de maintenir, de compréhension, mais pas de compréhension comme ça, hein. Savoir que bon, ben voilà, nous sommes tous dans l'essentiel, je dirais pour ma part, c'est-à-dire nous sommes tous dans une temporalité particulière et avec débouché sur les issues fatales que connaissent certaines personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu bien à votre question, mais moi je serais pour le maintien du lien, et c'est pour ça que l'initiative d'Éric Lauzan me paraît extrêmement importante. Il a tout compris quand il a dit qu'il faut faire une cellule d'écoute, mais voilà, j'arrête là. D'accord. Donc, faire le lien, mettre en avant la question de l'empathie. Boris Cyrulnik, sur ces grandes questions que nous venons d'aborder concernant les enfants, concernant les personnes âgées, concernant chacun d'entre nous en lien avec ces enfants ou ces personnes âgées, quels sont les moyens finalement intérieure dont nous disposons pour rebondir dans une situation où souvent, et les questions le montrent, on exprime notre fragilité et nos limites. Alors, on exprime, c'est-à-dire qu'on adresse à l'autre avec des mots, avec des mimiques faciales, avec des gestes, on structure une interaction. Avec mes mots, j'agis sur votre monde mental et en retour, votre réaction, même si elle est préverbale, en retour, vous agissez sur mon monde mental. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'altérité, mon monde mental s'éteint. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Et je dépends en partie de ce qu'est l'autre avec moi. Donc c'est vraiment le mot lien, c'est vraiment la métaphore parfaite pour
donner forme à cette intercommunication. Mais cette intercommunication dépend beaucoup de l'âge. Si je suis un bébé préverbal, c'est-à-dire avant la conception jusqu'à l'apparition de la parole, il y a quand même 1000 jours où un bébé, Alors, un être humain ne parle on a une petite... Pardon? Alors, Monsieur Cyrulnik, on vient d'avoir une petite difficulté de connexion. Est-ce que vous pourriez répéter votre dernière phrase? J'ai déjà oublié. J'ai déjà... Alors, le lien est la parfaite métaphore pour dire comment on est ensemble. Ce que je suis avec vous et ce que vous êtes avec moi tisse, tricote un lien qui n'est pas analogue à celui d'un autre. Mais si je suis un enfant préverbal, c'est-à-dire que cet enfant commence avant la conception et change, il y a une mutation avec l'apparition de la parole. Pendant 1000 jours, tous les êtres humains sont des êtres humains préverbaux. Or, à ce moment-là, on dépend de ce qu'est l'autre sensoriellement. Si ma figure d'attachement, ma mère essentiellement, près d'elle, mon père, autour d'elle, le foyer, si cet ensemble est stable, moi, bébé préverbal, je me débrouillerai pour me développer. J'ai ce qu'il faut autour de moi, et même s'il y a la guerre, même s'il y a la ruine autour de moi, si ma mère, mon père et mon foyer sont stables, je ne serai pas impacté par le drame qui se joue entre adultes, mais pas qui se joue pour moi, bébé préverbal. On peut le dire avec d'autres mots. Hein. Papa Freud avait employé l'expression du par-excitation. Donc on peut le dire comme ça, mais c'est un peu la même idée que je traduis avec les mots de la neurobiologie moderne. Mais c'est la même idée. Alors, en revanche, dès que je parle, j'ai besoin d'explications. Si mes parents se taisent, leur silence m'angoisse, parce que je vois bien qu'il se passe des choses étranges et je ne comprends pas pourquoi. Donc, puisqu'on se tait, c'est qu'il y a une tragédie. Donc, moi, enfant verbal, je vais à ce moment-là avoir énormément de fantasmes anxieux. On veut nous tuer, je ne sais pas d'où vient l'ennemi, j'ai très peur. Donc, j'ai besoin d'explications. Mais si j'ai trop d'explications, je peux être en marche vers le syndrome psychotraumatique. C'est-à-dire que si on répète toujours la même chose, les mêmes mots, l'horreur, tu te rends compte, on va mourir, regarde le bilan, il y a 30 morts de plus, il y a 300 morts de plus. À ce moment-là, je suis sur le tapis roulant vers le syndrome psychotraumatique, puisque le syndrome psychotraumatique n'est fait que de répétition. Alors là, on a donc entre les deux, il y a donc un choix qui est la fonction élaborative de la parole. Il faut que j'hésite, que je me trompe, que je recommence, qu'on m'explique, qu'on réponde, pour que petit à petit se tisse un travail, une élaboration que permet la parole. Et à la fin, si je suis une personne âgée, si j'ai un petit signe de temps en temps, dans mon monde d'homme âgé, de femme âgée, je vais penser, elle va venir, mon fils va venir, mon ami va me téléphoner. Et le lien continue à se tisser, même si la présence physique de l'autre n'est pas nécessaire. Mais de temps en temps, j'ai besoin quand même de percevoir l'autre pour y penser plus tard. Tiens, il m'a dit ça, il m'a fait un petit signe amical, il m'a raconté une histoire. Et à ce moment-là, je continue, moi tout seul, à tisser le lien avec l'autre. Mais si le confinement nous oblige à l'isolement sensoriel, et je souligne cette expression parce que là, il y a énormément d'expérimentations animales, biologiques, humaines, qui confirment, qui photographient et dosent comment l'isolement sensoriel est une altération cérébrale. Or, chez une personne âgée, si je suis isolé sensoriellement, à ce moment-là, je n'ai rien à travailler, je n'ai rien à élaborer, et je n'ai plus personne pour qui vivre. Je n'ai plus quelqu'un pour qui parler. Je n'ai plus quelqu'un pour qui sourire, quelqu'un à qui penser. Et je vais cesser de boire, de manger, et une déshydratation va s'installer insidieusement, et je vais mourir. Et les gens vont dire, il est mort naturellement. Mon œil, c'est pas une mort naturelle, c'est une mort par carence affective. Or, c'est ce que, actuellement, notre confinement oblige à faire avec un grand nombre de personnes âgées. Et là, c'est très altérant pour nous,
Parce que si on survit, on va forcément penser, je n'ai pas accompagné ma mère, j'ai abandonné mon père, peut-être il est mort à cause de moi, et on va rentrer dans la culpabilité imaginaire que les psychanalystes ont beaucoup travaillé. Donc ce n'est pas une relation de cause à effet. L'impact n'est pas le même selon notre niveau de développement et selon notre organisation sociale, affective et culturelle. D'accord. Alors, ce que vous relevez, Monsieur Cyrulnik, en parlant de ces liens nécessaires pour la vie de chacun, pose une question qui revient d'ailleurs, c'est que avant cette situation de crise, beaucoup de parents s'inquiétaient que la sociabilité de leurs enfants ne se concentrait que sur la question du digital, du numérique, du distanciel, les jeux, les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Finalement, avec le confinement, on a vu que le numérique était le seul moyen de créer du lien avec l'extérieur. Qu'est-ce qui va en rester pour l'après-crise? Comment les parents pourront dire demain, tu n'as plus qu'un quart d'heure par jour sur les réseaux sociaux, quand finalement le jeune ado aura construit son réseau social, pour le coup, et qu'il aura été vital pour lui pendant cette période difficile. Alors c'est une question pour quasiment vous tous, je crois, vous pouvez tous y répondre, mais peut-être Alain Sancy ou Gilbert Villa pour répondre sur cette question. Vas-y, Gilbert. Gilbert, je t'en prie. À l'unanimité, Gilbert Villa. Allez. Je dirais que la vie, c'est une musique, et dans la musique, il y a du rythme. Et le rythme comprend des silences. Et je pense que une chose qui a déjà été suggérée ou dite, c'est qu'il faut maintenir une organisation pour que la parole prenne sens finalement. Hein, on peut dire que sortir du tohu-bohu, de l'informel, pour aller vers, grâce à la parole, la naissance d'un monde qui ait une consistance. Donc je crois que il faut que les parents jouent un exercice très délicat, un peu de funambule, dans lequel ils aient une consistance pour leurs adolescents et pour leurs enfants, quel que soit leur âge. C'est-à-dire qu'ils sachent dire non, qu'ils sachent continuer à imposer des choses, même si on se frite un peu, même si ça débouche sur des embrouilles. Alors là où est l'équilibre de funambule, c'est que dans la période de confinement, la tension monte, l'énervement s'accroît et pète les plombs parfois, comme disent les adolescents. Parfois, ça va beaucoup plus vite, et souvent, ça va beaucoup plus vite qu'en temps ordinaire. Donc, il faut à la fois maintenir un cadre, une fermeté, des règles. Ça veut dire des zones de silence, et des zones où on n'est pas tous ensemble, et des moments où on est vraiment tous ensemble. Il ne s'agit pas de se croiser, il ne s'agit pas de se frôler. Il faut vraiment qu'il y ait un sens au moment où on est ensemble. C'est-à-dire si qu'on mange bien ensemble, on est ensemble, on se parle, on échange un repas, finalement. Qu'il y ait des périodes de jeux de société, qu'il n'y ait pas que des échappements dans les jeux vidéo ou dans les réseaux sociaux. On pourrait imaginer une horde à la place d'une famille dans laquelle finalement l'ado va avec ses copains ou avec des gens plus ou moins identifiés entamer des dialogues qui sont parfois pas très porteurs ni très positifs, et en tout cas qui échappent à ses parents. Et de l'autre côté, chaque parent va se livrer, ou chacun de la fratrie va se livrer à ce qui lui tient à cœur, et finalement il n'y a plus que des liens de contiguïté, mais il n'y a plus de lien. Ce lien dont on vient de parler à juste titre. Donc je crois qu'il faut organiser la vie ensemble, et je crois qu'il faut le faire de façon très, très claire et même peut-être contractuelle, en définissant des temps où on est vraiment ensemble et des temps où on est vraiment en soi. Je crois que l'intériorité, elle naît de cette possibilité qu'il y ait des temps de silence et des temps de partage. Mais je crois qu'il faut
il faut être à ce qu'on fait, je dirais. Merci. Jean-François, la suite des questions. Alors, les questions qui reviennent, alors c'est très paradoxal. Je reprendrai un terme de Boris Cyrulnik, on ne sait pas qui est l'ennemi, d'où vient le danger. Et alors là, on a paradoxalement beaucoup de questions sur la crainte du déconfinement. On nous parle d'enfants de 8 ans qui angoissent à l'idée de sortir dans la rue et de voir arriver la période de retour à l'école. Et cette question de la crainte du déconfinement revient vraiment beaucoup dans les questions. Alors peut-être Docteur Sancy et ensuite Patricia Wilinski. Oui. Cette situation particulière, d'abord, comment dire, elle est dans un contexte général. C'est-à-dire que les personnes, nous nous organisons tous bien mal dans cette situation particulière, parce que la vie est là et elle continue. Selon la manière dont nous nous sommes organisés, dont la famille s'est organisée, dont les parents surtout sont organisés, puisqu'on parle des enfants, je crois que l'attitude des parents, l'attitude intérieure des parents et la manifestation de cette attitude intérieure est extrêmement importante. Et ça, on peut la référer à une position existentielle de base. C'est-à-dire, c'est extrêmement important que la vie soit privilégiée par la cellule familiale, la vie, l'existence, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Alors, on a différentes figures, et il ne m'étonne pas, je suis peu étonné que les enfants, beaucoup d'enfants, aient une appréhension quant au déconfinement, quand j'entends beaucoup d'adultes d'ailleurs dans les médias où on sent très bien dans les médias, chez les journalistes, cette crainte que quelque chose arrive. Parce qu'on sort d'une régression. La régression n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est-à-dire d'une position qui va comme... Enfin, je ne veux pas... Mais Boris Cyrulnik disait bien qu'il y a un état de dépendance et qu'il est différent selon que l'on est un bébé et qu'on ait besoin d'une mère pour le porter ou de la personne qui en fait fonction, et des gens plus âgés et qui ont le langage, la parole et l'échange. Alors, selon la manière dont on a renoué personnellement dans le confinement avec cet état de dépendance, on en sort différemment. Alors, il est évident que pour les enfants, ce sont des oisillons qui sortent, qui éclosent à l'extérieur, et ils doivent être portés d'une certaine façon, pas tous, bien sûr, mais il y a un problème de portage familial. C'est-à-dire, il faut donner la main à l'enfant, là, et je crois, il faut être dans le silence, comme dit mon collègue Villa, mais aussi dans la présence. Voilà, ce que je dis, c'est de la psychanalyse c'est pas de la psychanalyse, c'est de la relation interhumaine, je dirais, voilà, qui est privilégiée. J'insiste beaucoup sur la régression, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont renouer tout de suite avec un état de dépendance extrêmement important, en raison d'une histoire de ce que vous voulez, qui seront beaucoup moins armés pour sortir du confinement, parce qu'ils auront ce besoin de portage qui a été réactivé dans ce confinement, et ils vont vouloir changer de mode à toute vitesse. C'est beaucoup plus dur pour eux de sortir du confinement que d'y entrer, je dirais, pour certains, au moins au départ. Alors, je voudrais, avant de laisser la parole à Patricia Wilinski et ensuite à Daniel Koum sur ces questions, je voudrais dire à nos spectateurs qui sont très nombreux, hein, nous avons beaucoup de monde et beaucoup de questions, je veux les remercier. Beaucoup de questions sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes. Beaucoup,
Et je vais simplement citer deux cas. Josiane qui nous parle de son enfant de 9 ans qui se juge trop gros alors qu'en fait il ne l'est pas du tout, c'est un enfant unique, il ne joue plus avec les camarades de son âge et elle s'inquiète de le voir, entre guillemets, s'angoisser, ne plus rire, ne plus sourire. Et également le cas d'Alexandra, dont la fille de 16 ans est en seconde, qui est fragile psychologiquement, suite au décès de son papa il y a quelques années, qui est anorexique, et qui, là encore, malgré, avec cette situation, ne trouve plus l'envie de travailler à l'école alors qu'elle a toujours été une excellente élève. La vraie question posée par les uns et les autres, c'est comment aider les jeunes, les enfants aujourd'hui à se remettre dans dans un certain rythme, comment les aider à reprendre confiance, pas seulement en l'extérieur, mais en eux-mêmes. Patricia et Daniel, juste après. Oui. Si tu permets, Oui, Gad, je voudrais juste dire un mot. Je pense que les situations particulières les questions qui sont finalement des situations particulières qui sont énoncées ici, aurait tout à fait bénéfice aussi à s'adresser directement à la ligne d'écoute. Bien sûr. Pour avoir aussi une discussion avec un psychologue ou avec un médecin psychiatre sur ces situations qui sont particulières. Parce que la difficulté, c'est toujours de déceler ce qui est entre le comportement normal dans une situation anormale et puis peut-être des antécédents auparavant, tu as évoqué l'anorexie ou d'autres difficultés, et là qui nécessitent un accompagnement plus structuré, plus poussé, plutôt que des réponses générales à alors, je suis totalement d'accord, Eric. Hein, en réalité, j'ai voulu illustrer par ces questions particulières la nécessité d'apporter un regard, parce qu'en fait, on a beaucoup de questions particulières. Mais ce qui est fondamental dans ce que tu relèves, Eric, c'est que chaque situation doit avoir une réponse spécifique, et donc, effectivement, cette cellule d'écoute que tu coordonnes est à la disposition de chacun. Et je parlais de Josiane, d'Alexandra, eh bien évidemment, on les invite à téléphoner et à se faire accompagner de ce point de vue. Je voudrais juste dire aussi que c'est une initiative qui est de l'ensemble des organisations juives. C'est une décision interinstitutionnelle qui concerne toutes les institutions de la communauté juive, le CRIF, le Fonds social juif unifié, le Consistoire de Paris, l'OSE, le CASIP, les grandes institutions de la communauté, l'OPEJ, qui se sont réunies en mettant à disposition leurs ressources à une structure qui préexistait déjà avant à l'OSE, et qui est l'unité psychotraumatisme et résilience qu'on a mis en place en 2015, après les attentats. Et donc, l'idée, c'est vraiment de répondre au maximum aux difficultés des gens qu'ils rencontrent actuellement dans cette situation de crise, et en même temps de commencer peut-être un dialogue avec des psychologues qui sont à leur écoute, pour peut-être prendre un relais, donner un relais ensuite, puisque la crise, elle va bien se terminer un jour, en tout cas on l'espère, et donc là, il faudra pouvoir passer le relais à d'autres. Mais ce qui est important, c'est que c'est une cellule d'écoute qui est à l'initiative de l'ensemble des institutions. Oui, une coordination d'ailleurs. Et Eric, est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone, puisqu'on en parle maintenant? Alors, c'est le 09 70 68 34 35. Et donc, c'est une ligne d'écoute qui est ouverte de 9h à 20h tous les jours, y compris le week-end, y compris les jours de fête, les jours fériés, et pendant toute cette durée de confinement, et qui probablement ira au-delà de la durée de confinement. En tout cas, comme elle est très imprécise, cette question du déconfinement, ça va se poursuivre dans les semaines qui suivent. Alors, je donne la parole à Patricia Wilinski sur cette question de l'accompagnement des jeunes plus généralement. Oui, alors merci de me donner la parole. Effectivement, je rebondis sur le travail intercommunautaire. Je crois qu'effectivement, il faut saluer le travail
concertation, de collaboration, de complémentarité entre toutes les institutions médico-sociales de la communauté. Je crois que de façon très, très spontanée, les psychologues de la communauté se sont réunis, ont mis en commun leurs compétences, nos formations, nos savoir-faire, et dans une même déontologie professionnelle. Je crois que la déontologie, la notion de déontologie chez nous est très importante, et on a mis ça, tout ça au service de la communauté. Je veux, Patricia, simplement préciser que l'ensemble des institutions dont vous parlez ne s'adressent pas seulement aux personnes que l'on peut, qui se jugent juives, mais s'adressent à tous nos concitoyens, et les institutions médico-sociales dont vous parlez sont tout simplement des institutions de référence dans ces domaines-là et s'adressent à tous les publics. Et donc, cette cellule est à l'écoute de tous. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je voudrais me positionner peut-être comme observatrice, parce que c'est un peu difficile de se nommer expert, la situation étant tellement inédite que l'expertise, l'expérience est complètement mise en difficulté, en échec, et je préférerais me positionner comme observatrice clinique, puisque j'ai deux points de vue, un point de vue de ma pratique au quotidien avec les patients au long cours que je voyais auparavant et que je continue à suivre à distance, et puis les personnes qui nous appellent sur la plateforme, avec mes collègues, les appels auxquels nous répondons tous les jours, puisque c'est une plateforme qui fonctionne 24 heures sur 24. Et donc, ce que je peux dire, c'est que dans le fond, cette situation d'épidémie, l'angoisse que ça suscite, le confinement qui nous est imposé et toutes ses conséquences sociales et affectives, ça fonctionne comme un amplificateur. Et dans les deux situations dont vous avez parlé, Josiane et la jeune fille, on voit bien comment les failles et les fragilités antérieures de chacun viennent là être révélées, mis au grand jour, comme exposées au premier plan de la situation par l'épidémie là qui nous atteint tous. C'est-à-dire qu'on a tous des fragilités, on est tous construits de façon plus ou moins stable, on fonctionne à peu près correctement dans la vie quotidienne, mais confrontés à une difficulté comme celle-ci, nos défenses parfois ont des failles. Et là, on se retrouve peut-être, pour les personnes qui ont une fragilité dépressive, on se retrouve dans une situation de dépression, ou pour les personnes qui les personnalités plutôt anxieuses se retrouvent pris par une angoisse massive et envahissante. Voilà ce à quoi on a affaire sur cette plateforme, et voilà un petit peu la conclusion que moi je m'en fais. L'épidémie fonctionne comme un révélateur, comme un amplificateur de quelque chose qui était parfois présent. Et je voudrais peut-être de ma position de clinicienne et de ma pratique faire état de deux situations à laquelle j'ai répondu sur la plateforme. La première situation, c'est la situation d'une maman qui m'appelle pour me parler de sa jeune fille, qui appelle la plateforme, et c'est moi qui réponds, bien sûr, un autre de mes collègues aurait pu répondre, pour me parler de sa fille de 20 ans avec qui elle est confinée dans une grande maison, dans une condition assez confortable. Et sa fille, donc, présente depuis quelques jours un tableau d'anxiété assez massive. Elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle a des idées noires, etc. La jeune fille ne veut pas me parler, je parle longuement avec la maman et j'apprends presque au décours de notre conversation et presque à la fin de notre entretien que cette jeune fille était élève à Ozara Torah à Toulouse en 2012 et qu'elle était présente lors de ce terrible attentat. Et là, l'angoisse revient à nouveau au premier plan. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé il y a 8 ans, qui était resté latent, qui était plus ou moins élaboré, revient maintenant au premier plan du fait de cette situation que nous traversons. La deuxième situation dont je voulais parler, et je vais rebondir aussi sur la question de la vie au travers de cette deuxième situation, c'est la situation d'une jeune femme enceinte de quelques mois qui vient de perdre son papa. Alors bien sûr, c'était terrible pour elle de ne pas pouvoir se rendre aux obsèques, de ne pas pouvoir réconforter sa maman, de ne pas pouvoir partager sa peine avec ses frères et sœurs, mais elle est enceinte et il faut la protéger. Alors, comme toutes les femmes enceintes, elle présente ce qu'on appelle une transparence psychique. C'est une espèce d'état mental qui a été décrit par Monique Bidlowski. Et cette fragilité psychique qui est la sienne
dans cette fragilité, viennent se lutter comme une lutte à la vie, à la mort. Elle porte la vie en elle et en même temps, elle est confrontée à la mort. Alors, ce qui est compliqué, hein, c'est qui va gagner entre la vie et la mort, entre ce bébé qui demande à naître et ce papa qui vient de partir. Et dans le travail que nous avons fait dans la plateforme, puisque après ce premier appel, on a rappelé cette jeune femme toutes les semaines, on a eu un entretien clinique, hein, on peut appeler ça comme ça, de façon hebdomadaire, pour nous faire l'allié de la vie. Hein, je rebondis avec l'interlocuteur précédent. On s'est fait l'allié de la vie. On a maintenu en elle cette pulsion de vie pour que la mort qu'il avait à un moment donné rapprochée s'éloigne et qu'elle puisse mettre au monde cet enfant dans les meilleures conditions possibles. Voilà, deux situations cliniques qui me semblaient intéressantes à exposer ici, que nous avons eues au travers de la plateforme. Et il y en a beaucoup d'autres. Avec mes collègues, on en traite beaucoup d'autres, des enfants, des adultes, des personnes âgées, toutes sortes de situations. Je voulais saluer ce travail de collaboration entre tous nos collègues de toutes les institutions, parce que je pense que c'est très important à souligner. Voilà, merci. Très bien, merci. Peut-être Daniel Koum sur l'accompagnement de ces jeunes face à cette question du déconfinement et au retour progressif à la vie réelle, à la vie sociale réelle. Oui. La vie sociale réelle qui est la vie d'avant, est-ce qu'elle est plus réelle que celle qu'ils auront vécue pendant ces 2 mois un peu exceptionnels où les choses se sont ralenties, où on a pu faire une pause, on a pu respirer? Je veux dire que dans cette situation de crise, il y a du difficile, de l'épreuve, mais pas nécessairement du traumatique. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui ont fait différemment connaissance avec leurs enfants. Il y a aussi, puisqu'on parlait de retrouver dans ce noyau familial replié sur lui-même une forme de sécurité régressive, il y aura eu pour certains enfants une expérience de récupération de sécurité réparatrice. Alors, illusoire peut-être, mais quelque chose finalement qui les aura dédommagés de trop de séparation, trop d'absence parentale auparavant. Vous voyez que les choses sont extrêmement compliquées. Pour certains, cette promiscuité va être insupportable et pour d'autres, elle va être réparatrice peut-être, illusoire, régressive éventuellement. Et en fonction de la manière dont chaque enfant va avoir investi cette situation exceptionnelle, bien sûr qu'il va il aura envisagé un déconfinement de manière particulière. Mais pour certains, assurément, c'est une épreuve. Ceux qui auront récupéré cette position régressive, illusoire, qui leur aura fait faire exceptionnellement l'économie de la confrontation à l'altérité, peut-être s'en seront-ils plaints d'ailleurs, mais peut-être les bénéfices secondaires auront-ils été supérieurs à la difficulté. Eh bien, retrouver le principe de réalité de se lever pour aller à l'école, très précisément, ou de se confronter au visage de l'autre, pour reprendre cette belle image lévinassienne, effectivement, eh bien, sortir des écrans qui font écran à cette altérité, à la conflictualité ordinaire de l'altérité, eh bien, sortir des écrans va être une difficulté. Mais pas pour tous les adolescents. Il y a des adolescents qui auront découvert à cette occasion que les relations par écran interposé sont insuffisants. Ils ont hâte, ceux-là, de retrouver leurs copains, de retrouver leurs potes, parce qu'ils savent bien que se toucher, se voir, dans la réalité de la rencontre des existences incorporées, eh bien, est une nécessité. Ils en ont été privés et ils en sont frustrés. Ce faisant, ils auront découvert que les écrans sont, au bout du compte, enfin, trop d'écrans tue l'écran également. Et pour les parents, juste une chose pour les parents qui sollicitent ces plateformes d'aide psychologique, vous voyez qu'il y a là quelque chose on a un repère théorique qui nous aide à penser la situation quand même. Vous le rappeliez, Patricia, précisément, le traumatisme, c'est toujours un après-coup de quelque chose qui vient réveiller une épreuve passée. Ça donne une indication sur le fait qu'il faut absolument, je crois, que ces plateformes d'écoute psychologique durent
dure un peu, au-delà du déconfinement, parce que c'est après qu'il y aura des choses à traiter. Dans les petites épreuves que les enfants vont vivre ordinairement dans la vie, eh bien, ça va leur rappeler ce qu'ils ont vécu auparavant pendant cette période de déconfinement. On traite ordinairement, nous les psys, les choses dans l'après-coup. C'est dans l'après-coup de la situation que l'élaboration peut se faire et qu'on peut aider les gens, les sujets, à intégrer l'épreuve dans leur histoire, dans leurs existences. Mais l'appel au psy de la plateforme, c'est une première expérience de déconfinement, c'est-à-dire de faire appel à quelqu'un d'extérieur dans la dimension de la rencontre. L'un de vous le rappelait très pertinemment, à minima. Et l'on a comme point de repère, je voudrais insister là-dessus, de ce point de vue-là, que ce qu'on appelle la parentalité, c'est-à-dire la fonction parentale, ça se partage, c'est-à-dire que ça ne se vit pas seul. Seul avec son enfant, c'est quelque chose, voilà, c'est du confinement dans le confinement, c'est du confinement au carré, si vous voulez. L'appel à l'autre, à l'altérité, au tiers, on peut lui donner le nom qu'on veut en fonction des orientations théoriques qu'on a, mais il restera que anthropologiquement, la parentalité, c'est une nécessité, ça se partage. Et à minima, avec le psy de la plateforme téléphonique. Alors, je trouve que, enfin, je pense que vous avez raison dans la mesure où souvent l'appel à l'aide et le geste d'appeler un psy est pas si évident et que cette plateforme de soutien offre un cadre pour, entre guillemets, les primo-entrants, c'est-à-dire finalement, aujourd'hui, il y a des dizaines, Éric Gozlan pourra le confirmer, mais des dizaines de professionnels qui sont à la disposition de ceux qui nous écoutent et qui pourraient les accompagner, les orienter, ne serait-ce que pour un appel et parfois, comme le disait Patricia Wilinski, pour un accompagnement au long cours en attendant de retrouver ou de les retrouver dans un cabinet pour un accompagnement à plus long terme. Je vais rebondir peut-être sur toujours l'accompagnement de public, mais poser une question à Gilbert Villa. Je ne sais pas s'il aura les réponses, mais c'est une question qui est revenue deux fois et je vais relayer cette question, celle de Claire, qui travaille avec des enfants souffrant de symptômes psychotiques, autistiques ou de symptômes relationnels graves. Donc des enfants qui ont déjà des difficultés, un manque interne. Et donc sa question c'est, avec ce déconfinement, cette situation et ce déconfinement, comment ces enfants peuvent-ils être accompagnés? Parce qu'en général, ils vont en hôpital de jour, ils ont un contact régulier avec des professionnels. Comment ces enfants qui sont déjà dans une situation difficile peuvent-ils être accompagnés aujourd'hui? Oui, je voudrais en profiter pour rebondir, insister sur ce qu'a dit Éric Gozlan et qui apparaissait aussi dans les autres interventions et dans les cas individuels que vous avez cités. On constate médicalement et on déplore fortement médicalement l'interruption des suivis habituels des patients, qu'il s'agisse pour des maladies somatiques ou pour des problèmes psy. On a constaté une chose dramatique qui a été l'interruption de beaucoup de suivis. Les gens, les familles ont hésité à consulter, à continuer de consulter ou à consulter quand ils en auraient ressenti le besoin. Et on se retrouve avec des formes beaucoup plus graves ou pas forcément des décompensations, mais quelquefois. Donc, je voudrais quand même inciter les personnes qui contactent la plateforme, ce qui est très bien, aussi de ne pas hésiter à reprendre contact avec leur psy, leur psychiatre, leur pédopsychiatre ou leur psychologue et les équipes qui les entourent habituelles. Je crois que la rupture de soins, c'est ça qui va faire la difficulté pour des enfants ou des adultes qui sont en difficulté antérieure à reprendre. Après, je crois que ce qui va permettre de passer le cap du confinement et du déconfinement, c'est le lien social, encore une fois, c'est le soutien des familles et c'est l'encouragement
persistant, tenace de l'entourage à montrer le chemin à ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas toujours la conscience de leurs difficultés ou l'appréciation exacte de leurs difficultés, qu'il faut se faire aider. Je crois qu'on n'est pas dans une société où on est seul et il ne faut pas hésiter à se faire aider et à consulter et à reprendre un suivi très vite. Et c'est l'entourage qui va aider ça. Au besoin, en prenant contact avec la plateforme, si on a des questions à poser sur la meilleure manière de procéder au cas par cas, là encore, parce que ce n'est pas du tout la même chose si on est confronté à un syndrome autistique ou si on est devant quelqu'un qui a un syndrome phobique, une phobie sociale ou des difficultés scolaires ou des problèmes de comportement, bien sûr. Ok, donc si je comprends bien sur ces questions, enfin sur ma question d'enfants ayant des difficultés importantes, déjà des symptômes psychotiques, des enfants autistes, etc. Évidemment, la rupture de soins est extrêmement, extrêmement lourde, beaucoup plus lourde pour eux. Donc, on espère un retour à ce processus de soins habituel sur lesquels il faut les remettre, n'est-ce pas? Oui, les soins ne se sont pas interrompus parce que je pense que c'est certains patients qui ont pensé qu'ils ne pourraient plus être reçus de la même façon. Alors, ce n'est pas forcément en présentiel, mais on continue de suivre à l'hôpital et dans les différents services, dans les CMP, par téléphone ou en visioconférence ou même en présentiel, hein, des personnes qui en ont besoin et qui continuent tout simplement leur suivi. Donc, je crois qu'il faut simplement reprendre contact. Alors, on arrive dans la dernière partie de notre émission. Je voudrais relayer en fait un certain nombre d'angoisses exprimées par les uns et les autres. Vous l'avez dit, on est effectivement dans une période que l'on peut qualifier de traumatique, mais chacun peut le vivre différemment. Thierry, qui préside une association sur l'égalité parentale, relevait que avec la séparation des enfants, certains parents vivaient cette situation de manière extrêmement difficile et que ça pouvait aller dans leur association. Ils ont identifié un certain nombre de suicides, mais je voudrais peut-être poser une question à Boris Cyrulnik sur cette situation. Comment redonner espoir finalement à ces personnes qui probablement étaient dans des difficultés psychologiques au vu de leur situation personnelle, mais des difficultés qui s'aggravent aujourd'hui face à l'isolement, à la rupture de la cellule familiale dans certains cas, à la violence dans d'autres cas. Comment redonner espoir à ces personnes-là? Alors, ça permet de répondre à la définition de la résilience, c'est-à-dire que les deux mots-clés, c'est soutien et sens. Soutien, si je suis seul, je n'ai aucune raison d'avoir de l'espoir, puisque je n'ai personne pour qui travailler, ni pour qui faire un effort, ni pour qui manger ou boire. Donc le soutien est absolument nécessaire. Soutien au téléphone, soutien par l'écran, soutien par la lettre, soutien. Et le sens, alors ça c'est le travail qu'on fera après, dès la fin du confinement, c'est-à-dire que ça commence déjà dès maintenant, c'est la contrainte à comprendre ce qui nous est arrivé et comment on va profiter de cette expérience difficile pour organiser une nouvelle manière de vivre ensemble. Et avec ces deux mots-là, on peut se remettre à vivre. On aura un projet, on aura des rencontres, on aura des lectures, on aura bien sûr des conflits, on aura des débats, mais au moins on reprendra une direction. Et si on ne met pas ces deux mots en fonction, si on isole les gens, on va les laisser glisser, comme l'on fait avec nos personnes âgées, le syndrome de glissement, qui est l'analogue de l'anaclytisme des enfants.
on n'a personne pour qui vivre, ben on se laisse partir. Et la contrainte au sens qui peut être un plaisir, le plaisir de rencontrer, le plaisir de lire, le plaisir de travailler, mais reprendre un autre bon développement, c'est la définition de la résilience. Merci. Peut-être Éric Gozlan pour un mot de conclusion. Merci d'abord à tous les intervenants, à Boris d'avoir passé ce temps avec nous qui est très utile pour tous. Merci à Daniel Koum, à Gilbert Villa, à vous deux bien sûr, à Patricia Wilinski qui fait un travail remarquable au sein de la cellule puisqu'elle fait aussi le lien sur les situations sociales avec le CASIP et le réseau ESRA et c'est tout à fait nécessaire et utile. Parce qu'au-delà des situations psychologiques, il y a aussi des situations de précarisation, des situations sociales qui viennent s'ajouter aux situations psychologiques difficiles ou qui l'entraînent parfois des situations psychologiques difficiles. Vous dire qu'on est à votre disposition. Au docteur Sancy également. Bien sûr, à Alain Xancé, mon compère dans d'autres sphères franco-israéliennes. Et voilà, donc l'important, je pense, c'est encore une fois d'être en lien, de créer du lien et de rester en lien. J'ai en tête depuis tout à l'heure un magnifique livre d'Emmanuel Lévinas qui a été cité plusieurs fois, qui s'appelle « Le temps et l'autre ». C'est un petit opuscule qui fait une 50aine de pages peut-être, même pas peut-être, et qui est remarquable parce que ça définit les coordonnées de l'humain. Les coordonnées de l'humain, c'est quoi? C'est l'autre, avant tout l'altérité, et la question de la temporalité. Et comment est-ce que l'interaction entre les uns et les autres, en fonction de la temporalité de chacun et de la temporalité générale, voilà, nous amène à des positions existentielles que rappelait Alain Xancé tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, un dernier mot pour dire que cette cellule, elle était cette ligne d'écoute, elle est à la disposition de tous et en complément de ce qui se fait bien sûr au niveau national. Et un mot pour les soignants qui ont beaucoup aussi œuvré pendant cette période et qui parfois aussi nécessitent, ont besoin aussi d'avoir une extériorité, de pouvoir parler à l'extérieur de ce qu'ils ont connu dans les hôpitaux, dans les situations, dans les EHPAD, etc. Et qui peuvent aussi s'adresser à nous pour avoir un souffle externe. Très bien. Alors, je vais à mon tour d'abord rappeler le numéro de cette plateforme d'écoute qui est à la disposition de tous et j'invite nos spectateurs à le noter et à le partager, le 09 70 68 34 35 et évidemment remercier nos invités d'avoir répondu à toutes les questions du public. Nous n'avons sans doute pas, et même certainement pas, épuisé toutes les questions, je l'avoue. Nous avons tenté de synthétiser ces questions, mais nous reviendrons vers vous et au vu du nombre important de personnes qui ont trouvé un intérêt à cet événement, nous en organiserons probablement un autre d'ici quelques semaines. J'invite tous nos spectateurs également à partager cette vidéo en replay sur Facebook ou ailleurs avec des proches dont ils estiment pour lesquels ça pourrait être utile. Et puis, je vous donne rendez-vous à vous tous dimanche à midi pour un nouveau rendez-vous dans lequel nous parlerons de déconfinement et de modalités pratiques du processus de déconfinement pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations ou évidemment chacun d'entre nous. Voilà, merci beaucoup. Merci Boris Cyrulnik, merci Gilbert Villa, merci Daniel Koum, merci Alain Xancé, merci Patricia Wilinski et merci Éric Gozlan et puis Jean-François Strouf. À très vite. Au revoir.